Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises un axe majeur de leur développement. À mes côtés, Nathalie Croiset. Bonjour Nathalie. Bonjour Thomas. Très heureux de présenter cette émission pendant 3 jours avec vous. Vous remplacez Émilie et vous travaillez aussi avec elle sur le site Ecopo, c'est ça? Tout à fait, le site Ecopo, pour rappeler, média en ligne dédié à l'économie positive, et je suis ravie aussi d'être avec vous pour 3 jours. Eh bien c'est parti, voici le sommaire de cette émission. L'invité de Smart Impact, c'est Catherine Guergnoux, la présidente de la Fenêtrière. Limitation de l'empreinte carbone, embauche locale, recyclage des déchets, un exemple des pratiques à suivre dans le bâtiment. Et notre débat RSE portera sur le recyclage du plastique, comment l'améliorer, combien de fois peut-on recycler une bouteille, comment les entreprises peuvent-elles s'engager, beaucoup de questions à évoquer tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, une toute jeune marque de mode, Gunther, qui prône le Made in Paris et la récupération, le recyclage des matières premières. Vous verrez, ces 2 fondateurs seront là. Tout à l'heure, voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Catherine Guergnoux, bienvenue. Merci, bonjour, merci de m'accueillir. Vous êtes donc la présidente de la Fenêtrière. C'est un atelier de fabrication de fenêtres sur mesure basé à Champigny-sur-Marne. Et vous avez été récompensée pour votre stratégie RSE il y a 2 ans. On en parlera, on va découvrir dans le détail pourquoi. Mais d'abord, il faut nous présenter votre entreprise. Depuis quand elle existe et puis depuis quand vous la dirigez aussi? Très bien, alors c'est une entreprise familiale qui a été créée en 84 par mes parents. Et donc, nous sommes fabricants de menuiserie, PVC, aluminium sur mesure pour les professionnels du bâtiment. Et moi, j'ai repris cette entreprise en 2005, voilà. Et depuis, aujourd'hui, nous sommes 7 collaborateurs. Ouais. Nous sommes passés à 9 après le confinement. Ouais. Et nous accueillons notre 10e collaboratrice lundi prochain. Ça, c'est une bonne nouvelle. Des entreprises qui embauchent depuis 2005, depuis que vous avez pris la tête de cette entreprise. Il y a pas mal de choses qui ont changé. Vous aviez quelle ambition, quelle idée en tête? Alors déjà, mes parents avaient eu cette idée en fait de fabriquer local. Donc j'ai rien refait, on va dire, ou rien repensé. Par contre, au moment où ils ont commencé à me céder l'entreprise, à partir en fait, là je me suis dit, il va falloir faire attention parce qu'on peut avoir une perte de compétences. Et donc très rapidement, avec Constructis, qui est un LOPCO en fait du bâtiment, on est parti dans une démarche compétences qui nous a permis de faire en fait un bilan de nos compétences et puis comment évoluer, comment faire évoluer en fait les salariés, l'équipe dans le métier de menuisier. Et suite à cela, je me suis intéressée à la prévention. Parce que, comme vous le savez, c'est un milieu sur lequel c'est sensible. Et donc, nous avons travaillé aussi sur la prévention. Et nous travaillons régulièrement avec des ergonomes qui viennent dans l'atelier pour... Qu'il y ait moins d'accidents, c'est ça? Pour qu'il y ait moins d'accidents. Et puis surtout... Je ne veux même pas parler d'accidents. Le but, c'est surtout qu'ils aient un confort de travail dans le quotidien. Et en fait, les ergonomes sont vraiment une aide très précieuse. Donc on sent qu'il y a beaucoup d'humains derrière tout ça. Finalement, c'est le sujet RSE, de responsabilité aussi humaine. Justement, il y a cet aspect humain. Et pour ce qui est de l'empreinte carbone aussi, j'imagine, c'est quelque chose sur laquelle vous travaillez aussi. Bien entendu, parce qu'en fait, l'aspect humain, ça va avec, si vous voulez. Donc l'empreinte carbone, nous allons, alors au niveau de notre production, nous recyclons tous nos déchets, quasiment. Notre PVC est recyclé déjà depuis des années. Je crois que c'est un sujet que vous allez aussi aborder. Et en fait, il repart en fait en recyclage. Et puis, le partenaire avec lequel nous travaillons, qui nous fabrique notre matière première, lui aussi réutilise une part de PVC recyclé. Donc, si vous voulez, il y a vraiment cet impact qui est important au niveau du recyclage, mais pas que. Le fait aussi d'avoir une production locale, ça signifie que nous travaillons localement, nous diffusons localement, et donc nous n'avons pas de camions qui traversent la France pour venir importer des menuiseries de différents pays. En fait, vous êtes vraiment sur le cœur, nous sommes au cœur en fait de notre bassin de rénovation des bâtiments. Vous êtes allé chercher des fournisseurs français? Oui, bien entendu. Alors ça aussi, ça a déjà été une volonté dès le départ de mes parents. Je l'ai d'autant plus, on va dire, mis en valeur. Mais par exemple, notre PVC est fabriqué dans le Doubs, donc on est vraiment sur aussi une proximité. Il
qui valorise justement cette proximité, puisque la matière première est fabriquée à Lyon. Donc on a aussi, si vous voulez, enfin dans la région lyonnaise, on a aussi cette même traçabilité. Et donc Profil de France fait très attention justement à valoriser aussi cette proximité. L'aluminium vient de Bourgogne, je crois. Est-ce que c'est possible de faire une fenêtre 100% française, ou alors est-ce qu'il y a quand même des matériaux qui viennent d'un peu plus loin? Elle n'est pas 100% française, puisqu'au niveau quincaillerie, les leaders sont les Allemands. Et donc, on est sur une entreprise, Sigenia, qui est une entreprise franco-allemande. Donc, effectivement, la partie quincaillerie en elle-même n'est pas française, enfin, et voilà, et européenne, on va dire. Ça va, c'est pas l'autre bout du monde, c'est pas l'autre bout du monde non plus. Au niveau du vitrage, on travaille avec 2 miroitiers qui sont aussi situés en Île-de-France et du côté d'Alençon, donc on n'est pas loin non plus. Et puis ensuite, on fait travailler beaucoup d'acteurs locaux. On favorise, par exemple, l'entreprise d'entretien avec laquelle je travaille, elle est campinoise, volontairement. On fait attention, si vous voulez, justement à avoir des partenaires qui rentrent dans cette même dynamique. Notre visserie est fabriquée à Valence. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, quand on fabrique une fenêtre, il y a aussi pas mal de vis pour tenir l'ensemble des commandes, des éléments. Sinon, ça marche moins bien. Sinon, ça marche moins bien. Eh bien, c'est fabriqué à Valence. Avec aussi, SFS a aussi cette volonté d'avoir une empreinte carbone faible. Donc, ça veut dire que vous choisissez vos partenaires aussi en fonction de leurs engagements RSE. Et je pense que, si vous voulez, la RSE, c'est un tout. C'est choisir ses partenaires. C'est également, comme vous le disiez, créer de l'humain au niveau de l'entreprise. C'est valoriser son équipe. De toute façon, sans l'équipe, sincèrement, je ne ferais pas grand-chose. Et eux, sans moi, ça sera aussi difficile. Donc, en fait, c'est vraiment un partage de tâches. Et puis, également, donc, les partenaires extérieurs, les clients ont aussi cette même empreinte. Oui, c'est la question qu'on a envie de vous poser, parce que là, il y a le bout de la chaîne, il y a les partenaires. Est-ce que c'est un argument de vente aussi, finalement, toute cette démarche? Complètement. Vous le mettez en avant? Vous communiquez dessus? Mais bien sûr. Alors, bien entendu, on ne va pas faire un phénomène de masse, parce que comme vous pouvez l'imaginer, un petit site de production fabrique entre 10 et 15 fenêtres par jour. Donc, on est loin des industriels. Mais par contre, nos clients sont aussi sensibles à cette production de proximité. Et ça, c'est encore même plus vu après notre épisode de confinement, où vraiment les gens nous ont appelés, beaucoup plus de particuliers, nous on travaille avec le professionnel, en disant on a envie de vos menuiseries locales. Voilà. Mais ça, c'est intéressant parce que vous avez donc repris l'entreprise créée par vos parents, mais cette idée-là, chez les clients, vous l'avez vue depuis 2005, où vous êtes vraiment la patronne, prendre de plus en plus d'ampleur? Oui, tout à fait. Alors, nous, on a eu, en 2010-2012, on a eu pas mal de difficultés avec l'importation des menuiseries qui venaient des pays de l'Est. Il y a eu vraiment des grosses vagues d'importation. Et donc, déjà, on a commencé à repenser les choses différemment. Où je me suis dit, se battre face à eux, on ne peut pas. Au niveau des prix, au niveau des quantités, au niveau des volumes, c'est pas possible. Quels sont nos points forts? Nos points forts, c'est quoi? C'est la proximité, c'est la rapidité, parce qu'il faut savoir que du coup, nos menuiseries, on les fabrique en 1 semaine. Or que nos confrères sont à 5 ou 6 semaines. Donc vous pensez bien en plus qu'avec la tension dans l'immobilier sur la région parisienne, c'est d'autant plus intéressant pour les professionnels qui travaillent avec nous. En fait, c'est un cercle vertueux. Alors vous êtes une femme engagée, on peut le dire, dans un secteur quand même du bâtiment qui est plutôt masculin. Vous avez reçu le prix Étienne Marcel en 2018 pour votre stratégie RSE. Vous êtes aussi chef de file RSE de la Fédération française du bâtiment. Alors c'est un secteur qui bouge aussi beaucoup. Énormément, justement, en fait. Mais part de loin? Est-ce qu'il est plutôt en retard aujourd'hui? Est-ce que vous diriez ça quand même? Je pense qu'il est en train de rattraper son retard. Il n'est pas en retard. Il faut ne pas oublier que le bâtiment, quand même, c'est le plus émetteur d'émissions de gaz à effet de serre. Justement, mais en fait, on en parle beaucoup. Et le bâtiment, depuis des années, on a quand même des réglementations thermiques qui sont fortes, qui ont un impact sur nos empreintes carbone. Là, on a une gestion des déchets qui va être de plus en plus réglementaire. Donc non, on y fait vraiment très attention. Et en fait, simplement, peut-être qu'on a... il faut un petit peu de temps pour que tout ça se mette en place. Le bâtiment est quand même une filière qui est assez ancienne. Et donc, et puis, il faut qu'on communique dessus. Mais on est tous, à travers la fédération et puis d'autres professionnels du bâtiment et toute la filière, parce qu'il y a aussi la filière construction, n'est pas simplement que ce que l'on voit une fois le chantier. Et il y a le recyclage aussi. Vous parliez du recyclage. Ça aussi, il y a beaucoup de lignes à faire bouger dans ce domaine-là. C'est facile. Exemple, oui, c'est en train vraiment de très, très bien se mettre en place et ça fonctionne bien. Bien
bien entendu, ce que l'on voit, malheureusement, c'est les dépôts sauvages, mais il y a des actions qui sont menées. Vous avez par exemple une appli qui s'appelle Déchets BTP, où en fait, vous géolocalisez votre chantier et de suite, vous voyez quels sont les endroits où vous pouvez aller recycler vos déchets. C'est vraiment hyper efficace, très pratique. Donc, il y a plein de choses qui sont mises en place. Après, c'est aussi une volonté de chacune des entreprises. Comment vous imaginez l'avenir de votre entreprise? Là, vous nous disiez, et ça c'est des bonnes nouvelles, que vous êtes en train d'embaucher. Quand on a cette taille-là, jusqu'où il faut grandir? Vous voyez la question? Alors souvent, j'ai l'image du bateau. Vous voyez, on est un voilier. Voilà, on n'est pas tout petit, on n'est pas non plus le petit optimiste, mais on est un bateau de petite taille qui est très agile. Par contre, il est certain que les vagues, ou en tout cas le vent peut nous déstabiliser un peu plus qu'un gros paquebot. Oui, on a vu des Titanic sombrer aussi. Donc, on a vu des Titanic sombrer, vous avez raison. Mais par contre, on est agile. Donc en fait, régulièrement, par exemple, l'épisode qu'on vient de vivre et qu'on est tous en train de vivre, ça nous amène de l'agilité, ça nous amène à se reposer des questions. Et je pense qu'en fait... c'est ça notre force, c'est toujours essayer de trouver des solutions. On le voit à travers, et je crois que c'est l'ADN des artisans, c'est l'ADN des petites structures, moyennes structures aussi. Et du coup, écoutez, j'ai du mal à lire dans l'avenir et puis faire des surtout prévisions. Surtout en ce moment, c'est compliqué. Les prévisions, c'est compliqué. Mais je pense quand même, on essaye d'être réactif. Et puis, il faut être au quotidien, il faut être là avec les clients. Ça, c'est hyper important. Il faut être à leur écoute. Tout le monde a du stress en ce moment, est angoissé par tout ce qui se passe. Et du coup, je pense que vraiment, il faut avoir cette empathie et l'accompagnement. On est trop à travers des plateformes où on achète des livres, où on achète... Il n'y a plus d'humain. Et là, nous, ce qui est important, justement, c'est qu'on valorise l'humain. Merci beaucoup. Merci, Catherine Guergnoux. Les 11 minutes, elles sont passées finalement vite ou un peu Non, super. Ah, ça va. C'est bon, c'était sans douleur. Merci beaucoup. À bientôt sur Bismarck. Tout de suite, notre débat RSE, le plastique, comment on le recycle. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Comment recycler le plastique, c'est le thème du débat aujourd'hui. Pour répondre à cette question, nous recevons Sven Sora. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint en charge du recyclage et des plastiques de Veolia. Et à vos côtés, Laurence Bedeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associé spécialiste des sujets de RSE, de développement durable et d'environnement chez ELAB, un cabinet d'études et d'opinion. D'ailleurs, vous avez mené une étude, vu de près comment les Français vivaient, on va dire, ce recyclage. Mais d'abord, on va commencer par vous, Sven Sora. Une question qui fâche. Je vais vous parler de plastic bashing. C'est un mot qu'on emploie souvent. On dit souvent d'ailleurs que les professionnels un peu l'utilisent pour déplorer, on va dire, le dénigrement dont ils font l'objet. Mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. On les voit. 8,3 milliards de tonnes de plastique produites dans le monde entre 1950 et 2015 à peu près. 49% mis en décharge ou perdus dans la nature. 30% encore en cours d'utilisation ou parfois piégés. On en parlait un instant dans le bâtiment. 12% incinérés et seuls 9% de ces déchets recyclés. Bon, en France, c'est un peu meilleur. Je crois qu'on est autour de 20%. Alors pourquoi on recycle aussi peu ? Alors, d'abord, vous parlez de plastic bashing et je pense que effectivement, ce qu'on peut dire, il y a deux gros problèmes avec le plastique. Il y en a un, c'est la ressource. Pour faire du plastique, il faut utiliser du pétrole. C'est une ressource fossile, elle est limitée, donc on veut éviter ça. Et l'autre, c'est la pollution de l'environnement qui est l'essentiel enjeu du plastic bashing, je pense. Et dans ces deux cas, effectivement, le recyclage, c'est une des solutions, pas la seule, qui va permettre de réduire ces deux problèmes. Donc pourquoi on recycle aussi peu ? En fait, l'industrie du plastique elle-même est jeune, le recyclage aussi. On est en train de mettre en œuvre des technologies nouvelles. On va parler d'ailleurs. On va parler. Il y a beaucoup de résines différentes qui sont très complexes à recycler. Donc c'est un problème technique qui est assez important. Donc si je comprends bien, parce que ces chiffres-là, ils sont sur une très longue période. Oui, tout à fait. C'est ça. La tendance est clairement en train de s'améliorer. Absolument. Très nettement. Oui. Aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment une révolution dans l'industrie du recyclage.
parce qu'on passe d'un recyclage bas de gamme, pas cher, un produit qui avait comme seule qualité d'être moins cher que la matière vierge, à un recyclage beaucoup plus massif et avec des produits de haute technique. Et ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de grandes marques, de grandes consommations qui demandent à pouvoir utiliser du plastique recyclé. Et beaucoup de consommateurs qui le demandent aussi. C'est une demande que vous avez identifiée, ça, et qui est grandissante. Elle est grandissante et puis c'est au-delà de la demande, je crois. Ouais. C'est une exigence aujourd'hui. D'abord parce que les Français sont stupéfaits de découvrir la moindre performance de la France sur cette question du recyclage des plastiques. C'est une mauvaise surprise quand on leur donne cette information. Pourquoi ? Parce que on a à peu près eux, quoi, 22%, c'est ça 20... On a plus de 40% qui nous disent, 40%, enfin, d'accord. Comment c'est possible ? Pourquoi en est-on là ? D'accord. Vraiment, c'est quelque chose aujourd'hui qui n'est pas de l'ordre de l'admissible. Pourquoi ? Parce que l'inquiétude écologique, elle s'est installée en France et le plastic bashing dont vous parliez a produit tous ces effets. Le plastique est devenu le symbole d'une consommation qui abîme notre environnement. Très clairement. Et de ce fait, vous avez aujourd'hui une attente d'amélioration du recyclage dans cette optique de protection de la planète qui crève les plafonds, qui s'est installée dans notre pays. Vous avez près de 90% des Français qui l'attendent aujourd'hui. Ouais. 94% jugent utile de recycler le plastique 100% des emballages à l'horizon 2025. 80% estiment que le plastique recyclé serait de qualité supérieure ou équivalente au plastique vierge. Alors ça, on peut en parler. Et puis, plus des 3/4 sont prêts à payer leur bouteille plus cher, 1 centime de plus pour s'assurer qu'elle est recyclable. Ça, c'est quand même un engagement auquel on ne s'attendait peut-être pas forcément les années précédentes. On ne s'y attendait pas, mais ça s'explique aujourd'hui très bien par le fait, d'abord, effectivement, vous le mentionniez, que 80% considèrent que le plastique recyclé, les produits fabriqués à partir de plastique recyclé, vont être de qualité équivalente, voire supérieure aux emballages qui seraient fabriqués à partir de Mais il n'est pas recyclable à l'infini, le plastique pourtant. Il n'est pas recyclable à l'infini. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui du point de vue de l'opinion. C'est cette conviction qu'il y a que d'abord nos déchets sont notre première ressource. Et ça, c'est une révolution. Il y a encore 10 ans, un déchet, il était simplement amené à disparaître et on s'inquiétait finalement peu de savoir comment et pourquoi faire. On parlait de ramassage des ordures. Aujourd'hui, la collecte de déchets, elle est faite dans cette perspective de recyclage. Et c'est pour ça que vous avez 90% des Français qui trient. C'est vraiment dans cette perspective. Avec encore évidemment des progressions à voir dans ce domaine. Mais alors Sven Saura aussi, qu'est-ce qu'on parlait du plastique qui n'est pas recyclable à l'infini, mais qui peut l'être quand même plusieurs fois, qui a quand même aussi des atouts. Donc vous parliez tout à l'heure de technologie. On est en train de mettre en place justement des technologies d'avancée sur ce recyclage pour le rendre efficient, parce qu'il y a encore, on peut pas. Est-ce qu'on peut refaire une bouteille avec une bouteille ? C'est ça, ça c'est faisable. Sur d'autres choses, c'est plus compliqué. Voilà. Non, aujourd'hui et surtout en Europe et en France, je pense que c'est important de le savoir. Les exigences en termes de recyclage sont très importantes en Europe et ça tire l'industrie en avant. Aujourd'hui, l'industrie du recyclage s'est relocalisée. À un moment, il y avait beaucoup d'exports, c'est moins le cas. Et on est en train de créer aujourd'hui en Europe et en France une industrie plus importante. Le métier s'industrialise et de développer des technologies qui sont nouvelles, qui vont permettre d'allonger le nombre de cycles de recyclabilité du plastique. Il n'y a pas vraiment de limite physique au recyclage. C'est des molécules, des hydrocarbures. On peut les recycler théoriquement indéfiniment, mais on finit par avoir un certain nombre de polluants à l'intérieur. Et perdre de la qualité, j'imagine. On parlait de qualité, finalement, tout à l'heure avec Laurence Bedeau. Oui, par exemple, les pigments de couleur, à force de se mélanger, ça fait du noir à la fin. Donc, il faut les extraire. Donc, ça, c'est complexe. Mais on développe cette technologie, ce savoir-faire en Europe et ça s'exporte. Autant le savoir-faire d'opérateurs, qui est celui de Veolia, par exemple, ou alors celui de constructeurs d'équipements, s'exporte dans le monde. La compétence européenne est reconnue dans ce domaine. Le plastique, je vais faire un truc tout bête, mais le plastique transparent, il est facile à recycler. Le plastique coloré, noir, par exemple, c'est plus compliqué. J'imagine moins basique que ça. Parce qu'on ne sait pas faire facilement, en tout cas, c'est du blanc à partir de noir. Si c'est pour refaire un objet noir, une cartouche de tonnerre d'imprimante, c'est noir, on peut en refaire une nouvelle cartouche. Mais effectivement, pour faire du transparent, il faut du transparent. Et les bouteilles de boisson, en effet, aujourd'hui, on sait les recycler. C'est bien l'exemple qu'on arrive à faire un produit très technique parce qu'il répond à toutes les normes sanitaires. Et c'est plus du tout un produit bas de gamme. Il a le même usage que la résine vierge. Alors vous parliez de la réglementation européenne, il y a la loi quand même en France, cette loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui fait bouger les lignes, peut-être plus quand même sur l'aspect jetable, puisqu'elle prévoit la fin de la mise sur le marché des emballages en plastique à usage unique d'ici 2040. On a l'impression que c'est très très loin. On a déjà une avancée, il faudrait peut-être avancer encore plus en matière réglementaire ? Du point de vue de l'opinion, en tout cas, oui, il y a une véritable urgence.
Pour deux raisons. Je reviens à ce plastic bashing. Comme c'est devenu le symbole de cette pollution et qu'il y a une inquiétude sanitaire réelle liée à la présence de petites particules de plastique, notamment dans l'eau, cette exigence, elle est extrêmement forte. Mais les Français, aujourd'hui, sont quand même très pessimistes sur la capacité de la France à tenir cet engagement de 100% d'emballage plastique recyclé. Un peu de scepticisme, notamment en raison de la performance actuelle. Comment atteindre une progression aussi rapide sur un temps finalement court quand on part de si bas? Est-ce que l'une des solutions, Sven Sora, c'est... Il y a beaucoup de nos invités qui disent qu'il faut penser large, c'est-à-dire il faut aller dès la conception, et c'est une des solutions pour accélérer le recyclage? Oui, et c'est aussi dans la loi européenne et française, la recyclabilité des produits qu'on conçoit, ça c'est très important. Et ça c'est déjà en train de rentrer dans les mœurs. Je pense qu'un autre point est aujourd'hui plus important à mettre en avant, c'est le fait de prendre des matières recyclées dans la conception des produits. C'est-à-dire fabriquer des objets à partir, au moins en partie, de plastique recyclé. Et ça doit être aussi notifié dans la loi aussi, finalement, qu'on puisse le faire. Oui, ça va. À partir de 2025, ce sera une obligation pour les bouteilles de contenir 25% au moins de matières recyclées, mais c'est uniquement pour les bouteilles. Il faut aussi aller vers d'autres industries que l'emballage. Et l'industrie du recyclage, c'est une industrie de production de matières premières. Donc il faut qu'il y ait des consommateurs de cette matière première. Et il n'y a pas encore suffisamment de traction. Donc il faut vraiment utiliser du plastique recyclé dans les produits qu'on fabrique. Vous avez vu, les Français sont quand même plutôt sceptiques. Vous avez envie de dire que non, vous allez y arriver? Je ne garantis pas qu'on sera à 100% en 2025, mais ils sont très positifs quant à la volonté de faire des choses. Et c'est grâce à ça qu'on avance aujourd'hui. Vous verriez Les consommateurs sont prêts. Pardon, les consommateurs sont prêts. Et comme vous le disiez, ils sont exigeants là-dessus. Les freins, si vous deviez citer un ou deux freins pour atteindre ces objectifs, vous diriez quoi? Ce que je viens de dire sur le fait qu'il n'y a pas suffisamment de demande de plastique recyclé de haute qualité. Il faut sortir de cette culture bas de gamme et aller vers du plastique de qualité. Oui, c'est-à-dire il faut d'une certaine façon soutenir la filière qui est en train de se renforcer en France. Parce que vous nous avez dit au début, ça, je trouve ça très intéressant, qu'il y a beaucoup de recyclage qui se fait encore en dehors de nos frontières. Oui. Donc vous dites aux entrepreneurs, soutenez la filière française de recyclage, c'est ça? Oui, c'est un métier local. Nos entreprises peuvent contribuer avec des produits recyclables, avec la consommation de matières recyclées, à développer cette industrie. Merci beaucoup. Oui, en tout cas, on voit qu'on part de loin, mais qu'il y a encore matière à progresser. Puis allez, les Français vont être convaincus. On est toujours un peu sceptique, ça doit être dans notre nature. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Tout de suite, c'est Smart Ideas, la start-up du jour. Smart Ideas, une start-up mise à l'honneur. Aujourd'hui, on découvre une jeune marque de mode responsable, Gunther. Bonjour Naomi Gunther, bienvenue. Bonjour, merci. La marque porte votre nom. Vous êtes la designeuse et la cofondatrice avec Gabin Ducourant. Bonjour Gabin, vous êtes le brand manager de cette jeune marque. Quand l'avez-vous lancée? Et puis peut-être avec quelle idée de départ? Alors, le projet a commencé il y a environ 2 ans. La vision artistique du départ, c'était de revisiter les codes du vestiaire masculin avec une certaine sensibilité moderne, contemporaine. L'idée principale aussi, c'était de mêler un savoir-faire français, très parisien, avec une esthétique plus créative de New York. Et ben voilà, il fallait avoir cette ambition. On voit vos modèles, des images, un défilé que vous avez organisé. J'avais vu aussi qu'il y avait cette idée de récupérer les tissus non utilisés en quelque sorte par les grandes marques, c'est ça? Alors, la recherche de tissus, c'est la partie la plus importante vraiment de tout le travail de création. La recherche de tissus se fait en 2 étapes. La première, on source avec des fournisseurs des matières originales différentes comme le bambou, la graine de chanvre, la laine, le cachemire recyclé. Oui. Donc ça, c'est vraiment un travail de recherche avec des fournisseurs. Et à côté, on se source aussi chez des fabricants, des fournisseurs de tissus récupérés, donc de grandes maisons de couture. Ce qui nous permet de produire en édition très limitée, donc des modèles un peu exclusifs, et puis bien sûr de façon plus consciente, en ne jetant pas et ne polluant pas avec des tissus, parce qu'il faut savoir qu'il y a des grandes marques qui brûlent quand même leur chute de tissus. Quel dommage, quand on sait la qualité de leurs tissus. Exactement. Donc voilà, c'est tout ce travail de combiner différentes matières qui nous inspire vraiment
à créer. Alors, il y a les tissus, mais ici, on parle souvent du Made in France. Alors, elles sont produites où, vos collections, Gabin? Alors, tout est dessiné et confectionné à Paris même. C'est Made in Paris. C'est Made in Paris. Et donc, c'est un vrai argument d'être Made in Paris, encore plus dans la mode, j'imagine. Alors, oui, alors c'est évidemment un argument de vente parce que le savoir-faire français est réputé, est valorisé à travers le monde. Et puis, il y a aussi de plus en plus de marques, de moins en moins de marques qui produisent entièrement à Paris, dans le haut de gamme. Donc pour nous, c'est un peu une façon de faire figure d'exception avec des produits qui sont eux aussi d'exception. Mais le Made in Paris, en fait, c'est pas la raison pour laquelle on a choisi de produire à Paris. Pour nous, produire dans des ateliers parisiens, c'est aussi être en contact avec les artisans qui travaillent à la main dans des conditions qu'on connaît, des artisans qui sont passionnés. C'est travailler en circuit court et de façon aussi flexible. Et ça nous permet d'ailleurs de faire du sur-mesure sur certaines pièces pour les clients parisiens notamment. Mais il y en a encore beaucoup d'ailleurs, des ateliers de confection de ce niveau-là. Alors évidemment, la France, c'est la capitale mondiale de la mode et du luxe, mais est-ce que c'est facile de trouver les savoir-faire et les ateliers à Paris finalement ? Je dirais pas que c'est facile, mais il faut vraiment chercher. Et aussi dans le milieu de l'artisanat, c'est vraiment du bouche à oreille. Je connais tel atelier, puis on travaille vraiment avec des personnes différentes. On peut travailler avec un tailleur qui fait chez lui dans son atelier, ou un atelier de robe de mariée aussi qui parfois aide les jeunes créateurs. Donc on essaye vraiment de mélanger un peu tous nos fabricants. C'est un peu engageant, parce qu'on a souvent parlé d'une filière textile en difficulté en France. Bien donc sûr. ça veut dire qu'on a de quoi fabriquer, et en plus à Paris. Bien donc sûr. c'est plutôt engageant. Vous avez évoqué tout à l'heure quelques-uns des matériaux, des matériaux, je ne sais pas si le terme est très joli, en tout cas des tissus que vous allez chercher. Moi, j'y connais rien, donc le bambou, c'est facile à travailler, le bambou par exemple ? En fait, c'est des matières que les fournisseurs nous livrent déjà prêtes en fait à utiliser. Par exemple, on a une matière qui est des bouteilles en plastique recyclées, donc qui sont écrasées et qu'après ils sont tissés. Donc en fait, les tissus, ça reste vraiment des matières totalement c'est agréable à porter, une chemise en plastique recyclé ? Très agréable. Très doux. Donc c'est vraiment en fait des matières qui ont l'air simples quand on les voit. Et finalement, facile à porter. Et globalement, quand on est une start-up, on parle beaucoup ici de stratégie RSE, on a parfois des grands groupes qui en parlent. Est-ce que vous-même, vous avez une démarche globale, au-delà évidemment de la fabrication de vos vêtements, comme on l'a entendu ? Alors oui, on est certes une marque jeune, mais on se rend compte qu'il y a pas mal d'initiatives en fait, qu'on a déjà pu mettre en place dans le cadre d'une politique RSE. Sur le plan environnemental, on propose une livraison verte à Paris, nos envois à l'étranger sont faits avec un emballage qui est réutilisable. Au niveau de notre modèle économique, on fonctionne essentiellement en précommande pour éviter les surstocks, le gaspillage. Qu'est-ce que vous faites des chutes de tissus Les chutes de tissus, pas plus tard qu'hier, j'ai rencontré une start-up parisienne qui s'appelle Fabrique et qui en fait, avec laquelle on va réfléchir à un partenariat pour recycler toutes nos chutes de tissus qu'on va récupérer dans nos ateliers pour en faire des briques de textile isolantes. Des briques, c'est-à-dire on crée quoi ? On crée des meubles avec ça ? Alors aujourd'hui c'est au stade de décoration, mais c'est aussi ça peut servir à construire des cloisons en fait isolantes, des panneaux isolants. On est dans l'économie circulaire parfaite. On Exactement. part d'un vêtement et on arrive à de la déco. Voilà, c'est ça. Et il ne reste rien du tissu qu'on a utilisé, il est soit sous forme de vêtements. 30 secondes, le temps file vite. Il y a aussi une collaboration artistique qui se met en place avec une idée aussi d'humanité, de RSE d'une certaine façon. C'est quoi ? Oui, c'est un programme qu'on va appeler Gunter Plus et en fait on va collaborer sur certaines pièces de mode avec des artistes avec lesquels on va créer des pièces originales qui seront vendues aux enchères au profit d'associations avec qu'on aura choisi en fait au préalable avec les artistes. Et ben voilà, une jeune marque qui fait aussi de la RSE. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus dans Smart Impact. Bon vent à Gunther. Voilà, c'est la fin de cette émission. C'est un bonheur de la présenter avec vous. C'est bien passé. Même bonheur partagé. Vous me cooptez pour demain ? Tout à fait. Alors on sera là, j'espère bien tous les deux demain 9h, midi, 20h30 sur Bismart. Ciao.